Alors actuellement, donc, j'occupe un poste administratif à l'Université de Franche-Comté, à la fac de lettres. Je suis le responsable du service du personnel, donc je gère tout type de personnel, quel qu'il soit, enseignant ou personnel administratif. Auparavant, on va dire, comme on dit, j'ai eu plusieurs vies, même si elles ne sont pas exceptionnelles chacune d'entre elles. J'ai été longtemps pion, comme ça se faisait beaucoup quand les études durent. J'ai entamé une thèse d'histoire que, hélas, je n'ai pas terminée, mais ça m'a fait enseigner à l'université. J'ai enseigné aussi auprès, pendant plusieurs années, des travailleurs sociaux. J'ai été enseignant en lycée de sciences économiques et sociales. Et puis voilà, j'ai vaguement collaboré à la marge dans Fluidacial et Ciné Mensuel. Alors l'envie, elle vient de plusieurs choses, hein. C'est qu'il y a des raisons plus générales, des raisons plus personnelles, des raisons plus ou moins bonnes. Les raisons plus générales, j'avais senti le besoin de tenir un discours sur les classes populaires autre que celui qu'on peut entendre généralement. Je ne dis pas que mon discours à moi serait extrêmement novateur, je parle du discours qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire un discours qui est un peu soit misérabiliste, c'est-à-dire les pauvres malheureux, juste leur enlever leur propre forme d'autonomie et d'identité, ou un discours populiste qui dirait que tout est exceptionnel, alors que moi je n'hésite pas à parler de choses qui font mal, de la question de l'homophobie, du racisme qui peuvent exister, même si, attention, les classes populaires ne sont pas les seuls vecteurs de racisme et d'homophobie. Hein. On se rappellera que la Manif pour tous, ce n'est pas les classes populaires, et que les électeurs de Zemmour, ce ne sont pas les classes populaires non plus. Et d'ailleurs, la question qui pourrait se poser ici, c'est l'imprégnation, c'est-à-dire à quel degré c'est ancré dans les classes populaires et à quel degré c'est ancré dans d'autres classes. Moi, je pense que dans les classes populaires, c'est rattrapable, parce que ça n'a pas été intellectualisé, en fait. On se contente de respecter ce qu'on a entendu. Donc il y a cette première volonté. Je pense qu'aussi, je me suis mis à écrire à un moment où j'avais 40 ans. Il y a des filles qui ont fait un peu des bilans de sa vie, et de se dire pourquoi on en est là, pourquoi on en est seulement là, pourquoi moi je suis là et pas d'autres, pourquoi j'ai eu une trajectoire finalement plus heureuse que d'autres au final par rapport au point de départ, et puis aussi pourquoi je n'ai pas eu une trajectoire aussi exceptionnelle que ça. Ça mélange plusieurs éléments. Alors il y a une volonté de sincérité qui est toujours limitée, hein, parce qu'on n'y va jamais totalement à fond, mais par exemple quand je traite du racisme, quand je traite de l'homophobie, où j'ai même une scène où je raconte que tout le monde en fait va un peu racketter un retraité, je me disais si je racontais ça en m'excluant, c'était un peu facile. Je raconte que moi aussi, je participe à ça. Alors certes, j'ai 10 ans, j'ai 12 ans, mais ça me semblait intéressant et plus sincère de ne pas me mettre hors du lot. Oui. De dire j'en étais, et j'étais aussi comme les autres, parce que j'étais pas plus malin que la moyenne, j'étais le produit de ce milieu. Et effectivement, j'ai essayé de raconter les scènes qui se sont produites, qui sont parfois dures. Alors la manière d'atténuer ça, ou peut-être de rendre cela un peu moins obscène, c'est l'utilisation un peu de l'humour, de l'ironie, plus de l'humour on va dire que de l'ironie d'ailleurs, parce que c'est pas facile de raconter ça, on a un peu l'inquiétude justement d'être dans une forme de misérabilisme, et le misérabilisme c'est toujours compliqué, parce que des gens qui ont vécu des choses plus dures que moi-même ou ma famille, il y en a des tas. Moi, j'ai été très marqué par un livre d'Ardo Bertina qui s'appelle L'âge de la première passe. C'est un livre sur des prostituées au Congo. Il allait faire des ateliers d'écriture avec elles. Nous avons des filles qui ont été multiviolées, qui ont 16 ans, qui sont mères de famille. Certaines, comme il y a des histoires parfois de sorcellerie, doivent aller dormir dans un cimetière parce qu'elles sont rejetées de partout. Elles sont rejetées de cette famille. De leur famille, pardon. Là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même degré. Et puis, si on part, toi, tu allais faire des reportages en Ukraine. Je veux dire, voilà, l'enjeu, c'est pas d'être dans regarder cette misère horrible, c'est de donner un matériau, de produire une réflexion avec ce matériau, mais sans être dans une surenchère émotionnelle, parce que effectivement, il y a bien pire. Et là, immédiatement, dans le monde contemporain, et aussi même à Besançon, il y a des gens qui ont des vies bien plus difficiles. Le livre, il est très daté, hein, il se passe dans les années 80 et début 90, donc voilà, il est très daté culturellement, dans ce qui pouvait se passer, même dans le rapport aux institutions sociales. Par exemple, le livre s'appelle Les caractériels, c'est comme ça qu'on appelait les enfants à troubles de comportement dont je faisais partie, mais on n'emploierait plus ce terme aujourd'hui, parce qu'il est un peu connoté, il serait stigmatisant. Sur la vie du quartier, oui, c'est pareil, hein, c'est un regard subjectif sur le quartier, ce n'est qu'une vision du quartier, qui n'est que la mienne. Moi j'explique que je suis dans un milieu très pauvre, où ma famille n'est pas intégrée au quartier,
Si on parle avec d'autres personnes des 408, moi j'ai une de mes collègues qui vient des 408, elle se rappelle, elle, de la solidarité qui a pu exister entre les familles et qui était réelle, puisqu'on l'a entendu au moment où le quartier s'arrêtait. Il y a des gens qui ne voulaient pas partir. Donc ça a existé, mais moi j'étais là-dedans plutôt quelqu'un de solitaire, qui n'était pas intégré au quartier. Donc j'insiste que je ne prétends pas faire l'histoire des 408, ni faire l'histoire des classes populaires, ce n'est qu'un regard subjectif, une vision parmi d'autres qui a son intérêt. Évidemment, il y a deux lectures possibles. Moi, la lecture qui m'intéresse, la plus, c'est celle de ceux qui ne me connaissent pas, évidemment. Et c'est pour ça qu'aussi c'est classé comme un roman, parce qu'on peut aussi le lire sans se poser la question, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Évidemment, tout ce que je raconte, c'est recoupable, c'est à Besançon. Donc, les deux écoles citées, voilà, elles ont pignon sur rue, elles sont à Brégy, il n'y a pas de problème. Non, alors, pour les gens qui me connaissent, déjà, il y a des gens qui me connaissent à des degrés divers, mais effectivement, des gens qui sont assez proches m'ont dit, ah oui, on ne savait pas que tu avais vécu tout ça. Mais évidemment, on ne peut pas passer sa vie à s'épancher sur ces petits problèmes, parce que déjà, les autres en ont aussi. Et donc, certains ont découvert un pan de mon existence, pas complètement découvert. Ils savaient de quel milieu social j'étais issu, mais ils savaient peut-être pas tous les aspects de violence qui peuvent être racontés, ce genre de choses, évidemment. Oui. Ma mère, elle est au courant de tous les textes la concernant, parce que déjà, je les avais publiés avant, pour certains, sur Facebook, oui. Et surtout, pour moi, c'est important. Quand on a la possibilité d'avoir une parole publique, on peut pas en faire n'importe quoi. Ma mère, elle n'a pas la possibilité de me répondre publiquement. Et il faut en tenir compte quand on parle des questions de domination. Moi, malgré que je suis un petit fonctionnaire, de par mes études, de par ma capacité à écrire, j'ai une possibilité de m'exprimer publiquement que des gens qui sont représentés dans ce livre n'ont pas, et donc ils ne sont pas en mesure de me répondre. On va dire, si ma mère n'avait pas aimé le livre, elle ne peut pas en faire un pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Et ça, c'est extrêmement, pour moi, c'est un élément essentiel. Une responsabilité aussi. Hein. Mais voilà, et je sais qu'il y a des choses que je ne raconterai pas, parce que ma mère ne veut pas que je le raconte, mon frère ou ma sœur ne veut pas que je le raconte, et je dis oui, j'ai pas le droit de les prendre en otage au nom d'une idée exceptionnelle qui serait la littérature. Déjà, je ne suis pas un Victor Hugo, donc je n'ai pas le talent pour me permettre de faire des victimes, mais là, c'est plutôt la conscience politique des rapports de force, des rapports de classe, de comprendre que soi-même, on peut être en situation de domination et de ne pas en abuser. Donc évidemment, ma mère est au courant de tout ce qui la concerne, et s'il y avait des trucs qui la gênaient, je les aurais enlevés, c'est une évidence. On voit les propres limites. Quand je dis ma mère c'est une mine d'or, je ne sais pas creuser, là je renvoie à mes propres lacunes, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui aurait des choses extraordinaires à raconter, mais moi je suis certainement maladroit, je ne sais pas créer le cadre. Alors il se trouve que sur cette question, récemment il y a eu une évolution, elle date de 3 semaines, cette évolution. Ma mère elle est venue chez moi et elle s'est mise à me raconter son histoire, parce que pendant plus d'1h30 je l'ai enregistrée. Alors avec son autorisation, hein, bien entendu, elle ne l'avait jamais fait. Et donc j'ai vu que ça a déclenché quelque chose chez elle, l'envie de raconter. Puis je lui dis, mais en fait, tu m'as jamais raconté tout ça. Puis elle me dit, on raconte pas parce qu'on a un peu honte, en fait, de ce qu'on a vécu. Mais avant, on n'avait jamais eu cette conversation, ou ce type de conversation. Et c'est aussi intéressant de dire que mon frère et ma sœur ont peut-être un rapport plus facile avec ma mère aussi. Donc c'est pour ça, là je mets en avant ma lacune. Hein, voilà, le fait de ne pas savoir faire moi-même. Il y a une volonté, effectivement, de retrouver les pensées qui pouvaient être celles de l'enfant, et qui en partie, pour moi, le sont. Mais bon, nos souvenirs sont en permanence reconstruits avec notre histoire. On retrouve jamais totalement les paroles ou les pensées de l'enfant. Moi, je me rappelle d'un livre de Cavana que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'œil du lapin, où il raconte son enfance, et il essaye de reproduire le discours de l'enfant. Et donc, on voit, pendant plusieurs pages, il y arrive bien, puis à un moment, il parle de quelqu'un, il dit qu'il a un regard sournois. Il est censé avoir 6 ans. Il ne peut pas utiliser le mot sournois s'il a 6 ans. Donc moi, j'ai conscience de la difficulté à reproduire toutes les pensées de l'enfant telles qu'elles pouvaient être. Personne ne peut le faire en réalité. Mais j'essaye de... Voilà, je suis dans un entre-deux, c'est-à-dire ce dont je me souviens de comment je voyais les choses enfant, et puis la réflexion parfois qui arrive plus tard en tant qu'adulte. Déjà, moi, c'est quand même le livre de quelqu'un qui est chanceux. Il y a un texte dans le livre où je parle de quelqu'un qui est à la rue, qui traîne dans les foyers, dont le frère a été assassiné. Exactement. Oui. Il y a des gens qu'on ne sait même pas si les policiers... C'est réflexion aussi sur la société, quelque part. Oui, voilà. D'ailleurs, je n'accuse pas les policiers, j'en sais rien s'ils n'ont pas fait d'enquête. Là, je reproduis un discours que j'ai entendu, où on dit, pareil, que les policiers savent qui c'est et qu'ils s'en foutent.
En fait, moi, j'en sais rien, je veux accuser personne, j'ai pas fait d'enquête, mais à plusieurs moments, d'ailleurs, je reproduis des discours sans prétendre qu'ils soient vrais. C'est les discours que j'ai entendus, et je me limite à ça. D'ailleurs, on est dans un roman, on n'est pas dans un livre journalistique, donc ça pose pas de problème. Voilà, c'est pas une biographie, enfin, c'est pas le sens voulu. Oui. On est parfois, et puis dans le livre, à plusieurs moments, on voit que la fiction prend beaucoup de place. Quand je raconte que les adultes jouent eux-mêmes à être des adultes parce qu'ils s'achètent des pistolets, puis ils jouent aux délinquants qu'ils ne sont même pas, et que moi-même, je joue avec mon pistolet à pétard, ou à ma carabine à pétard. Donc on est aussi dans notre quotidien habité de récits, de fiction. Et sur la question donc, de mes traumatismes, j'explique quand même à plusieurs endroits, j'ai une vision parfois un peu pessimiste, qu'on a été amputé de quelque chose, que ça ne repousse pas ensuite, que peut-être pour affronter la vie d'adulte, j'ai peut-être pas été le plus préparé, et que ça a pu entraîner certaines choses, mais je me rappelle d'où je viens, ceux qui sont restés, ceux qui ont des vies bien plus difficiles que la mienne, et moi j'explique dans tout le livre que par une série de concours de circonstances, d'institutions bienveillantes, de rencontres, d'éducateurs, d'instits, que moi, quelqu'un qui était un peu un enfant sauvage, a un peu été domestiqué, et qu'on lui a ouvert d'autres portes. Donc c'est un livre qui est sans ressentiment, qui est sans rejet, sans regret, qui est plutôt quelqu'un qui dit j'ai conscience d'avoir eu de la chance par rapport aux autres. Pour moi, tout est vrai, c'est-à-dire, mais c'est des souvenirs, donc j'ai conscience de la difficulté. Il m'est arrivé de reposer une question à ma mère, à mon frère, pour recouper une info, mais j'ai pas fait un travail de... C'est pas biographique, quoi, c'est pas le sens voulu. Oui, c'est ça, et puis pour moi, j'ai envie qu'on puisse le lire comme une œuvre de fiction aussi. Moi, il y a des romans qui m'ont marqué, qui sont des œuvres de fiction, et qui m'ont peut-être plus touché que des témoignages purs. Je pense à Sous le règne de Bonne de Russell Banks ou Lointain souvenir de la peau. Ça raconte un parcours. Sous le règne de Bonne, c'est une sorte de roman d'apprentissage d'un enfant de 14 ans. Quand on lit, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que c'est une histoire vraie ou pas vraie? Elle pourrait être vraie, cette histoire, dans le cas de Sous le règne de Bonne. Et moi, la division témoignage-roman, il y a beaucoup de romans qui m'ont apporté bien plus que des témoignages. L'essentiel, c'est est-ce que c'est bien fait, comment ça le raconte, qu'est-ce que ça m'apporte. Il fallait qu'un livre, il ne faut pas qu'il soit statique, il faut qu'on ait un point de départ, un point d'arrivée. Il y a aussi le narrateur qui évolue, il raconte des souvenirs quand il a 6 ans et quand il a 14 ans. Donc forcément, il ne peut pas avoir le même degré d'analyse. Parce qu'à 14 ans, on commence déjà à pouvoir faire une petite analyse sur les rapports humains, sur sa place dans la société. Moi, j'explique qu'à cette époque, je lisais, que je m'intéressais à l'actualité. Donc de fait, j'avais un petit début de raisonnement. J'ai lu Charlie Hebdo à sa parution en 92. Moi, je passais mes samedis après-midi à la médiathèque à lire les journaux, donc je commençais un peu à réfléchir. Donc forcément, il y a un moment, il y a une évolution, et puis il y a une évolution, c'est-à-dire on a un enfant, si on a pu l'enlever de son établissement d'enfant pour trouble du comportement, c'est que c'était aussi possible, ça montrait et quand il arrive à 9 ans dans l'école de déficient visuel, il n'est forcément pas le même à 14 ans. Il s'est passé des choses. Oui. Et donc, il fallait aussi marquer cette évolution dans l'écriture. Donc là, je raconte comment se passaient les cours, en fait, dans l'école pour enfants à troubles du comportement. Donc, j'explique qu'à un moment, on étudiait un poème de Prévert, on a étudié le cancre. Donc, évidemment, là, j'ai une ironie que je ne pouvais pas avoir à l'époque. On n'est pas avec les meilleurs élèves de la ville, et on nous fait étudier le cancre. Donc, je fais une petite blague là-dessus, évidemment. À l'époque, je m'en rends absolument pas compte de ça. Il y a de l'ironie qui n'est pas possible de manière contemporaine. Et ensuite, je me rappelle qu'on nous chronométrait, et alors ça, c'était étonnant, c'est pour voir à quelle vitesse on lisait. Et puis, je parle d'un autre enfant qui était pas très bon, et puis je me rappelle que l'institut lui disait « Ah, c'est bien, parce que tu te décourages pas ». Et moi, mon raisonnement d'enfant, je me dis « Ça sert à quoi de l'encourager, parce qu'il est nul ?» J'ai été enseignant après, donc moi, je comprends l'intérêt d'encourager quelqu'un, mais à l'époque, moi, ma perception, c'est celle-ci. Justement, dans ce texte, à ce moment, je dis qu'avant d'aimer lire, j'ai aimé l'endroit où on lisait. Exact, ouais. Parce qu'on pourrait se poser la question, comment je me suis mis à lire? Je suis dans un milieu où on ne lit pas du tout. C'est-à-dire que quand des gens me disent donc est-ce que votre mère a lu le livre? Alors oui, elle a lu les textes, mais pour ma mère, c'est pas naturel de lire un livre. On ne lui dit pas tiens, il y a un livre qui parle de toi, lis-le, tu me diras ce que tu en penses demain. Elle n'a pas un usage de la lecture, elle n'a pas eu la chance de faire des études, donc elle n'a pas le rapport que nous on entretient au livre. Moi, la médiathèque, je me suis retrouvé par hasard quand on a un jeune, qui n'a pas d'argent, qui ne sait pas trop quoi faire, on a l'impression d'être rejeté partout. Que les gens sont peut-être agressifs avec nous, en tout cas c'est la perception qu'on en a. Et là, il y a cette découverte, à la médiathèque, j'ai bien conscience que je n'ai pas tous les usages, que je ne suis pas forcément propre comme il faudrait, etc. Et puis là, on se dit, on est enfin bien accueilli, il y a des dames qui vous sourient,
On a aussi, enfant et même adulte, un besoin d'amour. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça, j'ai un besoin d'amour, toujours. Et quand j'étais enfant, certainement encore plus, qui était moins régulé. Et donc là, je me promène dans cet endroit, je me dis, les gens ont l'air d'être contents que je sois là, pardon. Ça m'a donné envie de revenir. Et puis après, on se promène, on voit qu'il y a des BD, on se dit, tiens, je vais les lire. Et puis après, on a envie peut-être de plaire à ces personnes qui sont sympathiques, donc on a envie de lire aussi pour peut-être leur plaire, en fait. Ouais. Ouais. Et ce regard sur, parce que je l'entends aussi ici, ce regard sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, est-ce qu'il existait déjà à l'époque, si on parle du jeune, ou est-ce que c'est ce rapport aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à l'époque, est-ce que l'enfant se disait, c'est pas normal de ne pas avoir, par exemple, une couette sur le lit, et c'est pas normal de ne pas avoir, d'aller jouer avec les bottes en caoutchouc, même si la pluie n'est plus là, etc. Tout ce rapport-là à la normalité, entre guillemets, est-ce qu'il était là quand... Alors, c'est très intéressant les exemples que tu cites parce qu'ils sont de nature différente. L'histoire des bottes en caoutchouc. Oui, ça c'était les mamans, oui. Non, mais c'est intéressant parce que tout milieu social, ça a été vécu. Moi, je connais d'autres personnes qui me disaient, mais ma mère aussi m'obligeait à porter mes bottes et je ne voulais pas. Et mon éditrice m'a dit que sa mère aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça, j'en ai conscience au moment où je le vis. Hein. C'est que moi, je voulais vraiment revenir en claquette comme les autres, mais bon, ça ne pouvait pas se faire. Après, sur les normes, en fait, je vais les comprendre grâce à l'internat. Les normes d'hygiène, notamment. À l'internat, on a une couette, on doit se laver tous les jours. C'est l'éducateur nous le rappelle. Quand on ne se lave pas tous les jours, moi, ça arrive que je l'oublie, ou que même le week-end, je reviens et que je n'ai pas pris donc de douche pendant 2-3 jours, et que je raconte quand je me relève, il y a les pieds qui collent un peu par terre, et puis que les autres font des remarques. Et donc je suis instruit par le contrôle social, comme on dit, des normes, c'est-à-dire que je les comprends bien en fait réellement avec l'internat, avec l'extérieur. D'ailleurs, l'école en général sert aussi à ça, à faire comprendre un certain nombre de normes de notre société qui ne sont pas toujours présentes au domicile familial. Ce livre, j'ai fait en sorte qu'il soit ouvert en termes de lecture, c'est-à-dire qu'il y aura des lectures qui seront différentes, peut-être pas toujours celles que je souhaiterais, mais c'est la vie, hein. Ça a été théorisé par Umberto Eco, et après il avait réécrit un livre qui s'appelle « Les limites de l'interprétation », on ne peut pas faire tout dire un livre, mais il y a plusieurs lectures possibles, et j'aime pas les livres où on nous guide trop. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a des éléments qui suffisent à produire un raisonnement. Je ne voulais pas faire un tract politique, mes opinions, elles sont connues, il n'y a pas de problème. À la lecture du livre, elles transpercent encore, mais je veux dire, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de trop guider le lecteur, et il y aura certainement plusieurs lectures possibles. Après, comme c'est un roman, évidemment, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est quand même de comprendre comment un enfant qui commence dans une école très spécifique, ce qu'on appelle aujourd'hui un ITEP, donc à l'époque, j'aime bien donner le nom de l'époque parce que c'est assez rigolo, qui s'appelait le Centre de diagnostic et de traitement à la réadaptation sociale. Comment un enfant qui commence là, finalement, va bifurquer en termes de parcours. Donc évidemment, là, il y a une première clé qui peut paraître inattendue, c'est le handicap, qui va être une porte de sortie possible, parce que l'enfant tel qu'il était n'était pas scolarisable dans une école classique. Et il y a certes ça, mais il y a aussi, et ça il faut le saluer, l'audace des éducateurs, des institutions qui ont rendu ça possible. C'est-à-dire, premièrement, ils ont accepté que ça se fasse, et surtout, ce que j'explique, les débuts ne sont pas faciles, ils ont accepté que ça continue. Oui. Parce que l'enfant se montre particulièrement violent. Là, on aurait pu dire, peut-être quelqu'un qui aurait été moins ouvert, aurait pu dire, non, ben c'est bon, on ne peut pas gérer, vous le remettez dans l'école d'où il vient, et les perspectives n'auraient pas été les mêmes. Donc, c'est un livre qui montre qui est une éloge des services publics, d'une certaine manière, parce que même si, évidemment, ces écoles ont des statuts associatifs, mais peu importe, on va dire, de ce que Bourdieu appelait la main gauche de l'État, de tout du travail social en France, qui est très attaqué, parce que c'est pas visible, de dire, on a souvent les récits que je ne conteste pas, c'est pareil, moi ma vision n'est pas là pour annuler celle des autres, elle est une vision. En plus, Marc Bloch disait que le problème, c'est quand un canton du savoir se prend pour le savoir tout entier. Moi, je prétends apporter qu'une vision qui n'annule pas les précédentes. Mais, donc je disais, souvent, on a les récits de ce qui s'est mal passé en institution. Les choses en foyer, c'est évidemment très dur, la vie en foyer, en famille d'accueil, etc. Ou même dans les écoles pour handicapés, certains vont les décrire comme lieu d'enfermement aussi. Ça peut être ça aussi, bien entendu.
de dire qu'une autre voie était possible, que dans certains cas, ça peut être aussi une voie d'émancipation. Et donc, pour moi, là, rien que cet aspect-là, c'est un contenu politique très fort. Donc, sur le rapport aux institutions, oui, alors ça, c'est très clair. S'il n'y avait pas eu ça, je ne serais pas devenu ce que je suis. Ça permet aussi de casser certains récits où on a l'impression que la personne n'a réussi que grâce à elle-même, parce qu'elle avait déjà une volonté extraordinaire. Alors ça, c'était étudié notamment par la philosophe Chantal Jacquet. C'est pas on veut, on peut, c'est on peut et donc on veut. C'est parce qu'on a des possibilités de vouloir qu'on y arrive. C'est parce qu'on a un cadre qui le permet. On a des sollicitations, y compris affectives. Moi, j'explique que je travaille bien à l'école parce que j'aime mon institut. Je suis amoureux d'elle. C'est la vie. Et puis après, il y a tout un cadre qui a permis le fait d'être en internat. Donc, ça veut dire qu'on peut faire les devoirs le soir, qu'on est suivi, etc. Donc, c'est évident que là, j'explique que le parcours qui est le mien, il est lié à beaucoup de personnes autres que moi-même. Moi-même, je pense que tout seul, je ne serais pas arrivé à grand-chose. Sur la question de l'homophobie, c'est une question pour moi importante, et que je vais donner sous deux angles. C'est-à-dire, parce qu'il y a deux textes qui en parlent finalement. Il y a ce texte-là où je parle d'une personne qui vient, et ça m'avait déjà interpellé à l'époque, enfant. C'est-à-dire, moi j'entendais toutes ces phrases homophobes, et je nie pas la réalité que ça a, parce que je connais le taux de suicide chez les personnes homosexuelles, ou pareil pour le racisme, hein, d'entendre en permanence ces discours, c'est extrêmement dur à vivre. Mais là, on voit comment ils sont perturbés, c'est-à-dire qu'ils ont un fond homophobe, mais qui ne me semble pas si profond que ça, mais qui a un fond homophobe parce qu'en fait ils se contentent, à mon avis, de répéter ce qu'ils ont déjà entendu dire, et là ils sont confrontés à la réalité, et ça tombe mal, c'est quelqu'un que tout le monde respecte. Et donc, il faut trouver une explication, et l'explication, c'est les femmes qui m'ont trop fait souffrir. Oui. il faut arriver à retomber sur ses pieds, finalement, et c'est ça. Mais personne, et ça m'a beaucoup interpellé, parce que personne ne se moque de lui, devant lui, mais personne par derrière va faire des blagues à caractère homophobe. Oui. C'est-à-dire que là, on voit que... Là, on a une perspective de se dire, mais voilà, ces gens qui sont homophobes, ils sont capables, si la vie les met devant quelque chose, de modifier leur comportement, c'est-à-dire c'est pas perdu, ils sont pas homophobes à vie en fait. On voit qu'il y a quelque chose, c'est un travail un peu éducatif, on a envie de dire, et ça pour moi c'est aussi une perspective d'émancipation. Et sur la question de l'homophobie, moi je raconte que pourquoi je m'intéresse, c'est parce qu'une éducatrice que j'aime beaucoup se trouve être homosexuelle. Avant, moi je pense comme tout le monde que faut arrêter de déconner, les homosexuels, pour eux c'est tranquille, maintenant il y en a partout, ils sont plus embêtés, puis après oui, quand on réfléchit, je raconte le Besançon de l'époque, maintenant il y a des homosexuels qui se sont agressés au parc Mico, ou à un moment je crois que c'était aussi dans le bois de Bregy, voilà, donc il y a cette réalité, et ça permet du fait de... Là, oui, c'est pas un raisonnement au départ qui est intellectuel, puisque c'est affectif, c'est parce que j'aime bien quelqu'un, je m'intéresse à une question auquel je m'étais pas spécialement intéressé, pensant qu'elle était réglée. Oui. Et donc moi-même, c'est-à-dire que je ne m'exclus pas de tout ce processus en disant comment moi je suis sensible à certaines questions auxquelles je n'étais pas au départ sensible. Je ne pense pas que j'étais spécialement homophobe, je sortais des blagues homophobes comme tout le monde sans avoir conscience qu'elles le sont. En fait, en réalité, c'est des phrases qu'on répète, mais je n'avais pas spécialement de haine contre les homosexuels, je ne serais pas allé tabasser un homosexuel ou ce genre de choses, ça ne me serait pas venu à l'idée, mais je n'étais pas spécialement intéressé par la question. Puis après, moi je suis confronté à ça de manière indirecte, parce qu'elle ne me parle pas qu'elle est victime d'homophobie, c'est du fait qu'elle est homosexuelle, ça m'interroge sur la place des homosexuels dans la société. Ouais. De toutes les personnes qu'on lit dans le livre, enfin, est-ce que, on ne sait pas qui est vrai, qui ne l'est pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui sont quand même bien vraies. Est-ce que vous avez, vous les rencontrez toujours, vous échangez avec eux, et il y a quelqu'un qui reste de tout cet univers-là ? Par exemple, la psychomotricienne qui était dans l'école spécialisée pour enfants caractériels, on est amis en fait. Il se trouve que le hasard, je l'ai revu une dizaine d'années après, je mangeais chez le père d'une copine, et il revient avec cette dame qui était sa nouvelle compagne, et puis elle me regarde, elle me dit « Est-ce que tu es Martial Cavatz ?» Je lui dis « Ben oui ». Et c'était ma psychomotricienne, et donc on est toujours en contact, donc elle a lu les textes, ça l'a touché beaucoup. Donc on pourrait parler aussi de la pionne que j'ai en 4e, 3e, qui s'appelle Claire, donc c'est son vrai prénom, que je lui ai demandé l'autorisation de le laisser, et elle m'avait recontacté sur les réseaux sociaux en me disant qu'elle se rappelait de moi, et qu'elle se rappelait de comment j'étais à l'époque, et qu'elle pensait que je pourrais faire des choses, et qu'elle me disait en gros je suis contente de voir que c'est le cas, etc. Et donc elle, je lui ai fait relire les textes. La mère des autres, elle avait l'air vachement bien. Qu'est-ce qu'on aurait aimé que ce soit la nôtre ? La mère des autres, c'est elle qui préparait des gâteaux pour la fête de l'école maternelle. Elle discutait souvent avec l'institutrice.
On voyait qu'elles s'entendaient bien. L'institutrice devait se dire que c'était appréciable des mères qui s'occupent aussi bien de leurs enfants. La nôtre, elle ne parlait pas trop avec l'institutrice. Déjà parce qu'elle n'aurait pas su quoi lui raconter. Mais surtout, quand celle-ci causait avec notre mère, c'était pour lui reprocher des trucs. Genre pourquoi on n'était pas venu à l'école tel ou tel jour. Notre mère, elle savait bien qu'elle avait merdé. Mais elle ne pouvait pas dire que c'était parce que personne ne s'était réveillé. Déjà qu'il faudrait qu'elle l'explique ça à l'assistante sociale. Pour notre mère, l'école, ce n'était que des problèmes. Ça tombait bien. Nous, d'ailleurs, on lui disait de ne pas y aller, qu'on réglerait les trucs nous-mêmes. Notre mère, on ne voulait pas trop la montrer aux autres. Les enfants de la mère des autres, ils n'étaient pas toujours sympas avec la leur, alors qu'elle leur achetait des beaux vêtements à la mode et qu'elle leur passait la main dans les cheveux. Parfois, ils piquaient des crises devant l'école. Nous, on aurait tellement aimé avoir une mère comme ça, que c'est sûr qu'on aurait été gentils. On était prêts à passer un entretien d'embauche. On aurait tellement promis de bien se tenir que si ça se trouve, elle aurait bien voulu. Pourtant, comme des cons, on n'a jamais osé demander. On manquait déjà d'initiative. Les enfants de la mère des autres, ils étaient comme nous, ils ne voulaient pas trop la montrer, pas par peur qu'on leur pique, mais eux aussi ils en avaient honte. La mère des autres, elle devait lire des magazines de psychologie qui expliquaient que c'était normal qu'ils se comportent ainsi. Elle ne devait même pas penser que c'était des ingrats. En fait, les ingrats c'était nous. Notre mère menait sa barque dans la tempête, elle portait à bout de bras un monde en débris. Nous, on ne se rendait pas compte, car elle ne se plaignait jamais. Elle ne devait même pas savoir que ça se faisait, de se plaindre. On lui disait souvent que la mère des autres, elle était vachement mieux qu'elle. Elle répondait qu'il fallait se méfier des apparences et s'en retourner à sa lessive. C'est plus tard, peut-être trop tard, car le mal qui a été fait ne se répare jamais, qu'on a saisi. Il y en a tant qui ont eu une mère moins bien que la nôtre. On ne les voit plus depuis longtemps, mais on sait bien où ils sont, quelle est leur vie. On a compris désormais que le peu que l'on a, on ne le doit pas qu'à l'école républicaine ou à notre talent, mais aussi à elle qui a tout fait pour que le pire soit moins pire. Finalement, la mère, la nôtre, elle n'était pas si mal.